Heureux, madame, monsieur, de nous retrouver dans le cadre de Artistique sur l'antenne TV de la CRTV. Artistique, ce magazine culturel qui fait la part belle aux artistes et aux hommes de culture. Aujourd'hui, gros plan sur cet Africain, cet africaniste, cet artiste doublé de cet intellectuel, Private Ngomo, qui nous vient de la République sœur du Gabon avec un projet fort, ambitieux, qui se concrétise déjà. C'est cette bande dessinée, qui nous trempe dans la culture profonde des Ekans. Le titre de la bande dessinée, c'est Alundong Minko, c'est le personnage central qu'on va découvrir dans l'acte 1, parce que sans doute, il y a d'autres actes qui s'annoncent. Private Ngomo, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci d'être au rendez-vous, bienvenue au Cameroun, chez vous, chez nous. Parce que nous sommes tous des Ekans, faut-il le préciser, aux téléspectateurs. Nous sommes tous des Ekans. Est-ce qu'on peut commencer par votre présentation complète? Parce que là, je vous ai présenté à l'occidental. Veuillez vous présenter comme un Africain, comme un Ekan. Oui, naturellement. Je vais le faire et comme nous voulons préserver notre patrimoine oral, il importe que le monde sache comment nous nous présentions autrefois. Alors je vais le faire dans ma langue natale, que ceux qui ne la comprennent pas veulent bien me pardonner, mais je ne peux le faire que dans cette langue. Et c'est ça la tradition Ekan. Maintenant, mais il Ngomo mbe, on va bosso Obama, moto Ngongo yelo Obama so, aso Messer okep misem ze, nzonso, songoro, ngorobua, obua mokom bokoko bongwa, ngwa aso untuma afiri kara, minotuma sugova, motor, moneba, misele, au Gabon, bitam, motof monongwa nkojen, azabikat, oyem, au Gabon, ya, male. Voilà ce que je peux dire de manière très simple pour me présenter, mais pour les connaisseurs, ils savent que les Ébats dont je suis issu, du peuple Ntumu, de la grande nation Ekan, les Ébats sont apparentés aux Yemisum, ils sont apparentés aux Oyok, ils sont apparentés aux Essassom, aux Yebimvei, aux Essesen. Voilà mes parents, quels qu'ils soient dans les pays de la sous-région. Ce sont mes pères. Dans la sous-région, dites-vous, parce que ce n'est pas très loin de ce que nous connaissons au Cameroun là. Absolument. Et pour ce qui est de mes oncles, Benyandomo, comme on dit chez nous, les Ntumu, mais c'est la même chose qu'on dit ici aussi chez les Ekans. Donc, là où je suis monocaire, eh bien, ce sont les Nkodjen qui sont parentés au Yevo, parentés au Evoine, parentés au Essaban, parentés au Essanvin, parentés au Essakak, parentés au Essazue. Voilà mes oncles, qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient au Cameroun, en Guinée équatoriale. Voilà. On va revenir d'ailleurs dans les détails sur ces particularités, sur cette maîtrise de la culture, de l'espace culturel des Ekans, dont vous faites si bien montre. Je voulais qu'on s'arrête déjà dans un premier temps sur cette production artistique, sur cette bande dessinée. Comment en êtes-vous arrivé là? Alors, pour comprendre le sens de notre démarche artistico-culturelle, d'illustrer les récits d'un Véroyon, bien entendu au-delà du Véroyon, les légendes, les mythes, les contes du peuple Ekan. Pour comprendre le sens des démarches, il faut saisir la perspective historique et temporelle dans laquelle nous inscrivons. Il y a eu d'abord le premier temps, le temps primordial. C'est le temps de l'oralité, le temps du verbe initial. Ce fut le temps de Oyono Adangwan, un homme qui a existé, qui est mort, et qui nous a apporté la révélation de Véroyon. Lorsqu'il est tombé dans un coma, et que de son coma, en revenant, il nous a livré cette information. Cela a permis au peuple Ekan de ne pas mourir. Ça, c'est le premier temps. Le coma, ça lui a permis de voyager, d'avoir des révélations et de revenir au réveil, de nous révéler ces révélations. Tout à fait. Et la révélation, il tient cela des Yo, qui est notre être suprême, qui est notre être infini. Et Yo. Avant Yo, il n'y a rien. Après Yo, il y a donc la suite cosmogonique qui crée le monde. Donc, quand Oyenangwan revient du coma, il livre cette information au peuple Ekan. Et désormais, les disciples, après lui, feront le même travail.
le travail de conservation de notre histoire, de notre culture, de notre civilisation. Ensuite, nous avons le deuxième temps. C'est le temps de la scripturalité, le temps de l'écrit, de l'écriture, le temps de la transcription. Les hommes férus de culture et suffisamment inspirés ont voulu transcrire cette tradition orale sous forme écrite. Et il faut rendre hommage à Eno Belinga, qui l'a fait ici au Cameroun. Le Camerounais. Au Tianon Tontoum, qui l'a fait au Gabon. Et Yimon Ndong, qui l'a fait en Guinée équatoriale. Donc toutes ces personnes ont participé dans un premier temps à transcrire Mboroyon sous forme écrite. Et bien entendu, après eux, il y a eu de nombreux écrivains. Il ne se passe plus une année ou deux sans qu'un livre sur Mboroyon ne soit publié. Et ça, c'est le résultat des siècles après. Bien entendu. Bien après, au Yanangwan, nous avons cela. Et puis, il y a le troisième temps, le temps dans lequel nous sommes, le temps de l'illustration, le temps du dessin. C'est le temps où nous voulons toujours conserver par écrit la tradition, mais nous voulons utiliser l'image, la couleur, parce que nous voulons toucher les plus jeunes. Nous voulons toucher les plus jeunes à leur culture. Donc, quels que soient finalement ces différents temps et ces formes changeantes, évolutives et modernes, il y avait toujours le même but, un triple objectif. Premier objectif, il faut conserver la civilisation et quand, d'abord oralement, puis aujourd'hui par écrit. Deuxième temps, il faut la revaloriser. On la conserve pour la pratiquer, parce que nous avons des valeurs qui ne doivent pas mourir. Face au monde qui a ses propres valeurs, nous devons avoir les nôtres et les affirmer. Encore faut-il les conserver. Au rendez-vous de l'universel, on doit apporter quelque chose. Exactement. En tant qu'Écan. Dans un monde planétarisé, il est normal que les Écans apportent leur pierre culturelle à l'édifice qui est en train de se construire et qui constitue la civilisation universelle. Et sous diverses formes, parce que pour suivre votre logique, il y a eu la civilisation orale, scripturelle, et avec les nouvelles techniques, aujourd'hui on a la bande dessinée, il n'est pas exclu qu'on ait le dessin animé et même des films. Oui, effectivement. C'est vrai que quand je me suis présenté, je n'ai pas fait état de ma formation. Je suis informaticien, un expert en système d'information. Donc, je comprends suffisamment l'importance des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans notre monde actuel. Après le dessin animé, qui est un dessin fixe, une image fixe, mais nous envisageons, bien entendu, le dessin animé. Nous envisageons le film de synthèse. Nous envisageons le film dans un style hollywoodien comme Shaka Zulu par exemple. Tout cela pour montrer sous des formes attrayantes la richesse de notre culture et surtout sensibiliser les plus jeunes. Private Ngomo, revenons sur cette civilisation Écan, qui est la source de cette création, qui vous transporte, parce que je vous admire beaucoup, sans doute aussi les téléspectateurs, vous êtes littéralement transportés. Alors, accompagnez-nous chez les Écans, cette civilisation. Alors, d'abord, il faut commencer par le commencement. Les vieux nous enseignent que la chose première, c'est la source, la racine. Le sens étymologique des camps. Écan est un patronyme qui dérive d'un verbe, du verbe akan. Akan veut dire respecter, vénérer et parfois adorer. Et le verbe akan donne le substantif gan, qui veut dire respect, vénération. Donc l'homme qui porte le nom Écan est un homme respecté, certainement parce qu'il a posé des actes louables. Voilà pour ce qui est du sens étymologique. Maintenant, il y a le sens historique. On parle de Fambeti Boulou, on parle de Ntoumou, on parle de Kak, on parle de Mveigne, on parle de beaucoup de peuples. On reconnaît une chose, qu'il y a un lien. Mais quel est ce lien? Eh bien, aujourd'hui, au moment où nous pouvons nous exprimer, nous disons que les anthropologues du 19e, 18e siècle qui sont venus en Afrique, nous étudier comme des curiosités, ont bien vu qu'il y avait un lien entre Fan, Beti, Boulou. Et quel était ce lien? Nous disons, nous Écan, que le lien c'est Écan. Écan Nanga. C'est lui qui est le père de tous ces peuples. Donc, nous n'avons plus besoin de parler de Fan, de parler de Beti, de parler de Boulou. Quand nous disons Écan, nous identifions à une seule personne qui est l'origine donc de notre peuple. Il n'y a pas d'ancêtre fondateur qui s'appelait Paouin. On nous distingue comme des Paouins. Nous ne sommes pas des Paouins. Nous sommes les Écans. Il faut l'affirmer. Ça, c'est les vérités historiques qu'il faut réaffirmer aujourd'hui. Absolument. Avec des bases scientifiques bien connues. Et parmi les modes d'expression, il y a la musique, il y a les contes,
Et il y a les instruments qui accompagnent le mvet dont nous parlons aujourd'hui. Mais un aspect important que j'ai voulu soulever, pour ce qui est des camps, pour être complet, on a vu le sens étymologique, nous avons vu également le sens historique, mais il y a aussi le sens mythologique. S'il vous plaît, arrêtons-nous sur le sens mythologique. Alors, quand on dit la mythologie, si on peut parler ainsi, hein, c'est le terme qui se rapproche le mieux de la compréhension de cette réalité. La mythologie nous dit qu'un homme qui s'appelait Ekana est à l'origine de la dynastie des Ekans, du Mvo-Ekan. La dynastie du Mvo-Ekan vit à Engon, la cité des immortels. Donc, Evinekan a donné naissance à Mba-Evinekan. Mba-Evinekan a donné naissance à Akoman Mba-Evinekan. Donc, le chef suprême des armées d'Engon descend de Ekana. On fait comme une sorte de lien entre le réel Ekan, qui donne le peuple Bolo, Beti, et ainsi de suite, et on va dire le mythique Ekana, qui donne naissance donc à la cité des immortels. La cité des immortels. Alors, il y a eu donc dans la cosmogonie ces modes de pensée, de vie et ces modes d'expression avec les chants, les contes, avec des instruments tels le mvet dont nous parlons aujourd'hui. Alors, il faut distinguer. Et vraiment, il y a une littérature florissante sur mvet. On ne peut pas dire l'amvet plutôt que le mvet. Nous ne connaissons pas les articles, n'est-ce pas? On parle même aussi parfois du mvet oyen. Enfin. Voilà. Donc, il faut apporter la précision. Je crois que c'est l'occasion que vous me donnez d'apporter quelques précisions. Nous avons beaucoup lu, c'est vrai. Mais nous sommes rapprochés pour faire ce travail des sages. Ces sages qui sont des bibliothèques vivantes, qui un jour finiront dans le brasier de l'éternité, lorsqu'elles ne seront plus, parce qu'elles auront fermé définitivement leurs portes. Donc ces sages nous disent, partez toujours à la source, au sens étymologique. Le mot « mvet » vient du verbe « abet ». Ayons « wabet »,« wabon vet ». Lorsque tu montes, lorsque tu t'élèves, lorsque tu élèves ta pensée, lorsque tu veux chercher le dépassement de soi, alors tu fais un vote, tu sublimes, tu transcendes. C'est cela un vote, tout ce qui élève l'homme. Et lorsqu'un enfant naissait, il fallait élever l'enfant. Et on élevait l'enfant en faisant quoi? Mais en lui apportant justement les éléments culturels de base. Afian, Azeu, les devinettes. Mais c'est un vote, on élève l'enfant. Koulou, Bazeu, c'est aussi un vote, ce sont les contes où on apprend à l'enfant. La tortue, la panthère. À savoir distinguer les formes de la tortue. C'est des formes laides, c'est vrai, mais intelligentes. Et puis les formes de la panthère, c'est des formes belles, mais sautes, puisque la tortue a toujours raison sur la panthère. Privilégier l'intelligence, c'est du vote aussi. Mangan, les contes animaliers. Ngan, le conte. Akan veut dire structuré dans la langue Ekan. Ngan, c'est le conte qui nous parle de la structure du monde. Le monde végétal, le monde minéral, le monde animal et les différents règnes dans le monde animal. Les mammifères, les reptiles, les volatiles, et ainsi de suite. Donc, il y a ce niveau qui est important pour l'enfant, pour l'adolescent. Et puis, il y a aussi Oula. Oula, ce sont les longs contes où on mettait en avant l'homme. L'homme était au centre du conte. Dans les autres, ce sont les animaux. Mais dans Oula, c'est l'homme qui est au centre. Et là, on parle d'éthique, on parle de moralité, du respect vis-à-vis d'autrui. Respect vis-à-vis de la belle-mère, Nki, d'accord? Ce sont tous ces aspects-là qui étaient présentés à adolescents qui commençaient à devenir adultes. Mais en fait, ce n'est pas simplement cette information verbale, c'est aussi les rites de passage, la circoncision, Akimono femme, c'est en fait, on élève l'enfant. L'initiation. Exactement. Il y a le rite du saut, où on amenait l'enfant dans la forêt, il devait devenir un homme ou mourir. Il y a également le rite de Ngi, où il fallait que l'homme fasse tout pour que le mal ne soit pas au-dessus du bien. C'était donc le rite de la justice. Ngi, c'était la justice. C'est aussi une vote. L'homme doit dépasser le mal, être toujours dans le bien. Et il y a Melan, notre contact avec les ancêtres. Tout ça, tout cela, c'est un vote. Car l'homme s'élève, l'homme se cultive, l'homme est éduqué. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui la communication invisible. C'est parfaitement cela. Communication invisible où l'information circule. Elle circule de manière orale. Entre les vivants et les morts. Tout à fait. Maintenant, Mveroyon, la particularité de Mveroyon, c'est qu'à un instant précis, à un moment particulier, il y avait cette séance sociale qui se faisait souvent pendant les rituels de deuil, Mousson, où un homme qu'on appelle Mbomomvet ou alors Nzomvet venait avec un instrument qu'on appelle Oyon.
ou bien un nain. Cet homme venait conter justement notre culture, notre histoire, notre civilisation. Et il mettait l'homme face à la mort, face à l'immortalité, face à son héritage. C'est cela un Mberoyon. Donc vous voyez, il y a donc un distinguo qu'il faut apporter entre Mveut, qui est notre civilisation, qui est notre culture, qui est notre corpus culturel, et puis Mberoyon, qui est le moment particulier où un conteur initié venait avec l'instrument Oyon raconter des récits qui lui avaient été révélés. Je tenais à apporter cette précision parce que souvent, on ne le fait pas suffisamment. Merci pour ces éclairages, Private Ngomo. On va poursuivre et nous arrêter sur le récit contuel de cet épisode, parce que c'est l'acte 1. Oui, Alum Domingo est un récit qui nous a été conté par Vomeko Bikoro Emmanuel. C'est un conteur qui malheureusement est décédé très jeune et qui était véritablement virtuose du Mberoyon, l'instrument du jeu. Mais il n'est peut-être pas encore assez de maturité pour nous faire des textes denses. Mais quand nous avons voulu illustrer ce récit, nous avons voulu lui rendre un hommage particulier. Parce que c'est un jeune. Nous voulons justement intéresser les plus jeunes, comme c'était le personnage qui nous semblait le plus intéressant dans un premier temps pour démarrer notre ambition. Le récit Alum Domingo s'inscrit dans la trame centrale de ce que nous caractérisons de paradigme Mberoyon. Le paradigme Mberoyon, c'est certaines règles établies que tout conteur de Mberoyon se doit de respecter. La première règle, c'est qu'il y a deux mondes qui s'excluent, qui s'opposent. Le monde des Ngong au sud, où se trouvent donc les immortels, avec à leur tête Akomamba, le patriarche, le chef suprême. Et le monde de Queen, qui se trouve au nord, des mortels. Alors, la différence porte sur le fait que les hommes des Ngong, les immortels, ont acquis le secret de l'immortalité. Et ils le conservent jalousement, on s'en doute. Et les hommes de Queen veulent accéder à ce secret pour devenir immortels. Voilà le premier point. Première règle, c'est cela. Deuxième règle, les personnages des Ngong sont immuables, sont des figures imposées. On ne peut pas les changer, on ne peut pas les retrancher, on ne peut pas les ajouter. Ces personnages doivent être toujours présentés de la même manière, que l'on soit conteur en Guinée équatoriale, que l'on soit conteur au Gabon, ou que l'on soit conteur au Cameroun. On respecte Akomamba, on respecte Nzamotou, on respecte Ndambolo, on respecte Fulengban, on les respecte tels que la tradition Mberoyon nous l'a légué depuis Oyono à Dangwan. Et puis il y a la variabilité. C'est la partie qui concerne Okuin, où là, le conteur a la liberté de choisir un nom pour un homme de Okuin puissant qui se lève pour aller affronter les immortels. Voilà. Ce côté-là renvoie à l'expression artistique, à la création de l'auteur qui va bien entendu intégrer son intrigue à lui. Voilà pour la deuxième règle. La troisième règle, c'est que ce sont généralement les mortels qui vont provoquer les immortels. L'attaque primordiale viendra des mortels. Ce sont eux qui veulent accéder à l'immortalité. Donc ce sont eux qui vont provoquer. Donc ils créent une dynamique qui va donc entraîner une lutte incessante, une lutte interminable entre les immortels et les mortels. Quatrième règle, la conclusion. Quelle que soit la puissance, quelle que soit la cruauté, quelle que soit la bravoure de l'homme de Queen qui est venu provoquer les immortels, eh bien il sera toujours défait. Pourquoi? Parce que la mort ne triomphe pas de l'immortalité. Il y a un primat de l'immortalité sur la mort. Voilà en fait la conclusion que chaque conteur de Mbeut doit respecter. Voilà. Et il y a bien entendu d'autres règles sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, ce serait beaucoup trop long. Les grands axes, les paradigmes dont vous nous parlez tantôt, qu'on respecte d'ailleurs dans la plupart des civilisations, dans la plupart des créations, ici et là, avec la particularité ici que nous parlons des écrans, de l'origine. Mais pour ce premier acte, vous n'avez pas sans doute tout dit? Non, nous n'avons pas tout dit. Dans l'acte 1, nous parlons de la faune. Alum Domingo est un personnage extrêmement cruel. Parce que voilà un homme qui décide de revêtir les murs de sa maison avec les peaux humaines. Mon Dieu. Les peaux humaines. Quelle cruauté. Mais c'est son dada. C'est ce que Alum Domingo aime faire. Et voilà qu'il va provoquer un Ngong parce que alors qu'une délégation de Queen, comme lui, partait à Ngon pour marier donc deux filles, une en Doutoumoufoulou, une autre à Ngbandor. Donc pendant qu'on a mené les filles en mariage à Komamba, Alum Domingo intervient et il dit à la délégation qu'il a besoin de 40 peaux d'hommes
pour construire les murs de sa maison et qui va se servir dans ses délégations. Il dessine la délégation, il laisse partir le jeune frère et puis ses sœurs à Engon pour que le dernier, bien entendu, fasse état de ce qui s'est passé. C'est ça la provocation. Et il amène tous les présents qu'on a menés pour le Yala. Le Yala, c'est quand on accompagnait une femme en mariage chez son mari. L'information arrive à Engon. Engon est attristé, mais Engon ne peut pas accepter cet affront. Engon doit réagir. Comment bah, dirigeante donc Angonozo, afin qu'Angonozo envoie 3 guerriers, 3 puissants guerriers capturés à Lomundon Minko, afin que ce dernier soit jugé au tribunal des immortels. Voilà l'acte 1. Maintenant, l'acte 2, faisons l'occasion de la voir. La suite, ce sera dans la suite. Et dans la suite, ça nous donne justement l'occasion de parler des modalités pratiques de fabrication de cette œuvre. C'est une bande dessinée, ce n'est pas très couru chez nous. Qui est l'éditeur, qui est le dessinateur, quels sont ces autres acteurs qui sont ajoutés aux créateurs que vous êtes? Donc vous me posez là une très bonne question. Et je ne peux y répondre totalement sans m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier toutes les personnes de bonne volonté qui ont participé à la réalisation de cette œuvre artistique et culturelle. Je n'en suis pour ma part que le porte-parole qui fait le déplacement, mais je pourrais citer tellement de gens qui sont impliqués pour que nous puissions avoir cette œuvre. Et vous êtes parti spécialement du Gabon, de Libreville, pour nous rencontrer au Cameroun? Oui, j'ai tenu à venir dans un pays qui compte plus de 6 millions de camps. Et donc, on ne peut pas négliger cette masse critique. Il faut que le maximum des camps, et ils se trouvent au Cameroun, soient quand même informés de leur culture s'ils sont en train de la perdre. Donc, toutes ces personnes, au Gabon surtout, mais aussi en Guinée équatoriale, et moins, c'est vrai, au Cameroun, nous ont beaucoup aidés. Et même si nous ne portons pas la paternité de cette initiative, car beaucoup de promoteurs, beaucoup d'artistes ont voulu le faire, nous avons simplement le mérite, et c'est un honneur pour nous, d'avoir mené à terme ce projet. Il a fallu traduire le récit de Momoekor que nous avions en version donc audio, une version qui a été enregistrée dans les années 50, 60, donc il y a plus de 40 ans, n'est-ce pas? Nous avons eu la chance d'avoir cette version audio. Nous l'avons donc transcrite avec l'aide des sages, l'aide des anciens, et nous avons trouvé des artistes qui nous ont permis donc de faire l'illustration, ensuite le récit, ensuite les scènes, ensuite finalement aboutir à cette œuvre. C'est le travail de recherche nécessaire à toute œuvre. Même les chansons, toutes les œuvres, il faut une recherche profonde, préalable, pour aboutir au résultat qu'on apprécie souvent. Oui, nous n'avons pas fait l'économie d'une recherche documentaire, aussi bien iconographique que musicale. Donc nous sommes aussi entourés des experts, aussi bien d'anthropologie, d'ethnologie, que des sages villards, qui pour nous sont des professeurs agrégés d'anthropologie, de sociologie et camp. Il n'y en a pas meilleur sur la place. Et l'éditeur? Alors, lorsque nous avons réussi à avoir le produit, qui était encore sous forme de maquette, nous l'avons soumis à un éditeur. Ce sont les éditions Dagan, de M. Dieudonné Niamankou, que je salue au passage, et que je remercie parce qu'il a bien voulu nous faire confiance. Dieudonné Niamankou, c'est un nom familier pour les Africains qui maîtrisent l'histoire. Oui, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, Dieudonné Niamankou, aujourd'hui, c'est quand même l'historien de référence. Il est béninois, c'est vrai, mais il s'est intéressé à un personnage qui forcément va concerner le Cameroun, puisque Hannibal Abramovich, voilà, Hannibal Abramovich était en fait non pas d'origine éthiopienne, comme on l'a laissé suggérer longtemps, mais d'origine camerounaise. Le célébrissime général d'armée de la cour de Russie, sous Pierre le Grand, je crois. Donc, Niamankou a fait un travail extraordinaire avec cette thèse, mais surtout il allait plus loin, car il a mis en place une maison d'édition qui va publier de plus en plus les œuvres africaines qui mettent en valeur notre culture, notre civilisation. C'est authentique. Voilà. Et c'est aussi d'une certaine manière un beau frère national, puisque Niamankou a le plaisir d'avoir lié sa vie à une Camerounaise de Douala, une chanteuse, danseuse, artiste, dont je vais taire le nom. En fait, c'est un beau frère pour les Camerounais. C'est votre beau frère, mais je tairai le nom de l'artiste qui se reconnaît et que je salue au passage par discrétion. Donc, quand cette bande dessinée a été éditée, nous avons été très contents. Nous avons donc été présentés au Festival d'Angoulême. Puis nous avons fait une dédicace au musée du Quai Branly à Paris, en avril. Et puis nous avons fait une dédicace en septembre à Libreville. Et nous venons aujourd'hui maintenant au Cameroun parler de cette bande dessinée. Et puis souhaiter simplement que Messa Presse, qui est un distributeur, mais d'autres libraires,
commande la bande dessinée, car si les gens sont intéressés, ils aimeraient donc avoir donc, ce produit. C'est l'occasion de les avoir dans les différents points de vente sur la place camerounaise. Allons donc, Minko, l'acte 1, la France, c'est l'acte 1. On vous attend avec beaucoup d'impatience pour l'acte 2 et pourquoi pas pour d'autres initiatives dans le genre, si possible. Oui, la riposte des immortels est l'acte 2. Et actuellement, le dessinateur Max Obian, qui est un dessinateur très talentueux et que je salue au passage, Max Obian est en train donc de finaliser les différentes planches. Si tout se passe bien, et selon la ligne de publication éditoriale, nous sommes censés publier la riposte des immortels d'Aloum Domingo en mars. Et puis, il y a d'autres récits de Mveroyon qui sont également dans les bacs. Il y a le récit de Zomeveme qui nous explique l'origine du village Ngon Zomebegomembe. Voilà, c'est un récit à part entière, nous sommes dessus. Il y a également le récit d'Andomelamazan. C'est aussi un autre récit. Ce récit lui fait état de l'immortalité à Ngon. Parce que Mbaye Vinekan, qui crée le village d'Ngon, meurt. Il meurt, il est enterré à Ngon. Mais à quel moment alors intervient l'immortalité? À quel moment la cité d'Ngon devient immortelle? Elle devient immortelle lorsque l'on va tuer, lorsque l'on va sacrifier Andomelamazan. C'est aussi un récit qui est en cours. Et je salue Claude Eman qui est en train de travailler sur cela. Il y a encore deux autres légendes et mythes du peuple Ekan que nous sommes en train de réaliser. Il y a la légende d'Ngunguran, qui est faite par un frère Bamileke, Olivier Kassi, plus connu sous le nom de Kangol le droïde. Et puis il y a le mythe des trois fils d'Adar, qui est fait par Daniel Asako, qu'on connaît plus sous le nom de son artiste, Daniel Danielsman Ergem. Donc voilà, vous voyez, cette industrie artistico-culturelle que nous voulons réaliser, afin que chaque année nous produisions des œuvres de très bonne qualité qui parlent de notre culture, qui parlent de notre civilisation, pour que notre civilisation demeure et qu'elle ne meure pas. De notre culture authentique, en somme, de belles choses en perspective. Vous avez salué tous les autres contributeurs. Je voudrais, au nom des téléspectateurs, vous saluer également, Ngomo Prévat, vous dire merci pour cette création. Merci d'être venu au Cameroun pour partager avec les écrans du Cameroun, avec tous les autres Camerounais. Madame, monsieur, merci également d'être resté en notre compagnie tout au long de cette demi-heure. Prenez rendez-vous pour une autre édition de Artistique, toujours sur l'antenne TV de la CIRTV. À bientôt.